Je suis désolé que ça se termine ainsi. 24 novembre 1991. C'est un jour marquant dans l'histoire de la musique. Le jour où Freddie Mercury, le chanteur emblématique de Queen, est mort. Je ne sais pas. Je suis juste moi. Tu sais, je suis juste moi. Parfois je suis très désorganisé. Parfois je suis organisé et je ne suis que moi. Sa perte marque non seulement la fin d'une époque, mais aussi un moment qui a profondément résonné dans le monde entier. Rejoignez-nous pour examiner la vie et la carrière de Freddie Mercury, les débuts de Mercure et son ascension vers la gloire. Loin des scènes scintillantes et des foules bruyantes, la vie de Freddie Mercury a commencé dans les humbles circonstances de Zanzibar. Son enfance est loin de la personnalité flamboyante qu'il incarnera plus tard. Il passe son enfance dans un creuset de culture, ce qui influence considérablement son style artistique. Vivant dans une communauté conservatrice, Freddie a été façonné par les valeurs traditionnelles et son père travaillait comme caissier au ministère des colonies britanniques, offrant à la famille une vie modeste mais stable. C'est au cours de ces premières années que le penchant de Freddie pour la musique a commencé à émerger. À l'âge de 7 ans, il fut envoyé à la St. Peter's School, un internat britannique en Inde. Cette démarche, bien que difficile, fut cruciale pour le développement de son talent musical. L'école, qui met l'accent sur l'art, a fourni à Freddie sa première exposition formelle à la musique, où il a appris à jouer du piano et a rejoint la chorale de l'école, démontrant ainsi un talent naturel pour la musique. Le temps passé par Freddie à l'école ne se limitait pas à étudier. C'est là qu'il fonde son premier groupe, The Hectics. Cette expérience a été sa première incursion dans le monde du spectacle, où il a commencé à comprendre les sensations et les défis de la musique live. Les Hectics, jouant principalement des succès rock'n'roll, sont devenus une star populaire lors des événements scolaires, donnant à Freddie son premier avant-goût sous les projecteurs. En 1963, les troubles politiques à Zanzibar poussa sa famille à déménager en Angleterre, marquant un tournant important dans la vie de Freddie. La sédentarisation et le changement de l'environnement ont apporté de nouveaux défis et opportunités. Freddie, aujourd'hui adolescent, était immergé dans une culture radicalement différente, regorgeant des sons révolutionnaires de la scène rock des années 60. Freddie excellait à l'université et son talent était évident. Cette période fut cruciale dans la formation de sa sensibilité esthétique, qui devint plus tard une caractéristique du style visuel de Queen. La scène musicale londonienne à la fin des années 60, c'était plein de vie, et Freddie en était fasciné. Il fréquente des clubs de musique, absorbant l'énergie et les styles des groupes contemporains. C'est durant cette période qu'il rencontre Brian May et Roger Taylor, membres du groupe Smile. Les interactions de Freddie avec eux ont rapidement conduit à la formation de Queen, mais pas avant d'avoir exercé divers emplois, notamment celui de l'aéroport de Heathrow, et d'expérimenter d'autres projets musicaux. En 1970, les étoiles se sont alignées lorsqu'il a officiellement rejoint le groupe pour former Queen. Plus tard, John Deacon a rejoint le groupe, complétant ainsi le line-up emblématique. L'impact de Freddie a été immédiat. Il a joué un rôle déterminant dans le renommage du groupe et a utilisé ses compétences en design pour créer le célèbre logo Queen, représentant les signes du zodiaque de tous les membres du groupe. Les premières années furent un mélange d'excitation et de lutte. Le son unique du groupe, une fusion d'opéra rock et de divers autres genres, ne rentrait dans aucune catégorie existante, et leurs tentatives de gagner en popularité ont suscité des réactions mitigées. Cependant, la détermination et la vision de Freddie pour le groupe n'ont jamais faibli. En 1973, ils sortent leur premier album et, bien que ce ne soit pas un succès immédiat, ils mettent en valeur le style unique du groupe et la voix puissante de Freddie. Leur troisième tentative avec 1974 a été une percée, suivie par le révolutionnaire A Night at the Opera avec 1975, mettant en vedette l'épopée Bohemian Rhapsody. La chanson, un chef-d'œuvre complexe combinant rock et opéra, est devenue un classique instantané, consolidant la place de Queen dans l'histoire du rock. La transformation de Queen et l'évolution artistique de Mercury. Du milieu des années 70 au début des années 90, Queen, avec Freddie Mercury comme leader dynamique, a subi une transformation remarquable, évoluant à la fois musicalement et visuellement. Cette période ne fut pas seulement celle de l'ascension du groupe vers le sommet de la gloire, mais elle servit également de base à l'évolution artistique de Mercury, démontrant sa polyvalence et sa volonté de dépasser les frontières. Dans ses premières années, la musique de Queen était un mélange audacieux de hard rock, de rock progressif et d'un peu de heavy metal, comme on le voit sur des albums tels que Queen et Queen II. Cependant,
avec Sheer Heart Attack en 1974, et l'emblématique Une nuit à l'opéra en 1975. Ils ont commencé à remettre en question les genres musicaux conventionnels. Bohemian Rhapsody incarnait cette rébellion. Une suite de 6 minutes qui combinait hard rock et opéra, défiant toutes les formules standards et devenant l'une des chansons les plus appréciées du groupe dans l'histoire du rock. Le rôle de Freddie dans Queen avait de multiples facettes. En tant que chanteur principal, il a apporté à la musique une intensité et une portée inégalées. Ses compositions de plus en plus audacieuses et diversifiées s'inspirent d'un large éventail d'influences. Des chansons telles que Somebody to Love et Crazy Little Thing Called Love ont démontré sa polyvalence, s'appuyant respectivement sur les styles gospel et rockabilly. Visuellement, Queen et Freddie étaient tout aussi audacieux. Les performances du groupe sont devenues des spectacles théâtraux, et les costumes extravagants de Freddie et sa présence charismatique sur scène sont devenus les caractéristiques de leur identité. Leurs concerts étaient bien plus que de simples performances musicales. Ce furent des expériences immersives qui ont enchanté le public. La fin des années 70 et 80, ce fut une période de grande expérimentation et de changement pour Queen. L'album News of the World, comprenant des hymnes tels que We Will Rock You et We Are the Champions, s'orientait vers un son rock plus traditionnel. Jazz et The Game ont suivi. Ces derniers, dont Another One Bites the Dust, aux influences disco. Ces albums reflètent la capacité de Queen à s'adapter et à séduire un public plus large sans perdre leur caractère distinctif. Les années 80. Ce fut une décennie d'expansion et d'exploration pour Freddie et le groupe. Ils se sont aventurés dans la danse, le funk et la musique électronique, comme on l'entend sur Hot Space. Cet album, en particulier le single Under Pressure avec David Bowie, a mis en évidence l'ouverture de Freddie à différents genres et collaborations, et la vie personnelle de Freddie a également influencé sa direction artistique. Ses expériences, ses relations et son exploration de l'identité s'expriment dans sa musique. Des chansons telles que Love of My Life et These Are the Days of Our Lives sont considérées comme le reflet de ses sentiments et de ses relations personnelles. Dans les années 80, la popularité de Queen a augmenté dans le monde entier. Le 1986 Magic Tour, qui devait être leur dernier avec Freddie, leur a permis de se produire devant l'un des plus grands publics de l'histoire. Cependant, la musique n'est pas la seule à avoir évolué. L'apparence de Freddie a subi une transformation significative. Dans les années 70, son apparence était caractérisée par des cheveux longs et des tenues de glam rock. Mais dans les années 80, il portait une coiffure plus courte et plus sévère, complétée par une moustache, qui symbolisait une nouvelle étape dans sa vie et sa carrière. L'influence de Freddie allait bien au-delà de la musique. Il est devenu une icône d'expression de soi. Sa personnalité scénique décomplexée et son opposition aux normes de genre ont trouvé un écho chez beaucoup, en particulier dans la communauté LGBTQ+. Il a défié les attentes sociales et est devenu un symbole de liberté et d'individualisme courageux. La transformation de Queen sous la direction de Freddie reflète l'évolution des paysages culturels. Depuis 70 ans et 80, ils ont embrassé la philosophie de leur époque, l'expérimentation et l'expression de soi, et ont brisé les barrières traditionnelles tant dans la musique que dans la performance. À la fin des années 80, leur style a encore changé. Des albums tels que The Miracle et Innuendo reflètent une approche plus mature et introspective. Ces albums, en particulier Innuendo, avec sa chanson-titre complexe et poignante, sont souvent considérés comme le reflet des luttes personnelles de Freddie face à sa santé défaillante. Vie personnelle, relations et luttes intérieures. La personnalité publique de Freddie Mercury était plus grande que nature, mais sa vie personnelle était une myriade de relations compliquées, de batailles privées et de quêtes d'amour et d'identité. Derrière la présence scénique flamboyante se cachait un homme aux prises avec son moi intérieur, aspirant à une véritable connexion et luttant avec les normes sociales de l'époque. Son enfance a été façonnée par des influences culturelles et religieuses conservatrices et traditionnelles. S'installer en Angleterre à l'adolescence lui fait découvrir une société en plein bouleversement, notamment en termes de sexualité et d'identité. Le cœur de sa vie personnelle était sa relation avec Mary Austin. Ils se sont rencontrés à la fin des années 60, quand Freddie commençait tout juste sa carrière. Mary travaillait dans une boutique londonienne et leur relation s'est transformée en un lien profond. Freddie appelant un jour Mary son épouse de fait. Ils ont vécu dans un partenariat amoureux pendant plusieurs années, et même après que Freddie lui ait révélé sa bisexualité,
Leur lien s'est transformé mais pas rompu. Mary est restée une figure clé de sa vie, et Freddie lui a confié une grande partie de sa fortune et la responsabilité de disperser ses cendres dans un lieu secret, conformément à ses dernières volontés. L'exploration de la sexualité par Freddie était à la fois libératrice et stimulante. Les années 70 et 80, c'était une époque de visibilité croissante de la communauté LGBTQ+, mais aussi de stigmatisation et de discrimination importante. Freddie a parcouru ce paysage en privé, sans jamais se révéler publiquement de son vivant. Ses relations avec les hommes, bien que connues de son entourage, étaient tenues à l'abri des regards du public. L'une de leurs relations les plus importantes a été celle avec Jim Hutton, un barbier irlandais. Le couple s'est rencontré dans une discothèque dans les années 80, et bientôt ils formèrent un lien étroit et affectueux. Hutton était avec Freddie dans ses dernières années, prenant soin de lui, alors que sa santé se détériorait à cause du sida. Leur relation représentait une période de stabilité et de paix domestique dans la vie de Freddie, loin du spectacle public de son personnage scénique. Les relations de Freddie n'étaient pas seulement romantiques. Il a développé de profondes amitiés dans l'industrie musicale, notamment avec d'autres artistes comme Elton John et David Bowie. Ces relations lui ont donné un sentiment de camaraderie et de respect mutuel, crucial dans une industrie souvent marquée par la concurrence et l'isolement. Un autre aspect de sa vie personnelle était son héritage et la foi zoroastrienne dans laquelle il a été élevé. Même s'il n'était pas ouvertement religieux à l'âge adulte, son éducation et son origine culturelle restaient partie intégrante de son identité. Cette dualité entre l'Orient et l'Occident se manifeste dans sa musique, qui mélange souvent divers éléments culturels. La lutte contre le sida et la spéculation publique dans la dernière partie de la vie de Freddie Mercury était une bataille personnelle menée à l'abri des regards du public. Il s'agissait de la lutte contre le sida, une maladie mal connue et très stigmatisée dans les années 1980. Ce chapitre de sa vie a été marqué par le courage, la dignité et une intimité farouche, alors même que les spéculations publiques tournaient sur son apparence de plus en plus fragile. Diagnostiqué du sida à la fin des années 80, Freddie a fait face à un défi à une époque où la maladie était une condamnation à mort. L'épidémie a semé la peur et l'incompréhension dans le monde entier, et les personnes diagnostiquées ont souvent été socialement exclues. Pour Freddie, une personnalité publique idolâtrée par des millions de personnes, le diagnostic signifiait non seulement faire face à une maladie potentiellement mortelle, mais aussi faire face à une surveillance intense des médias et des fans. Malgré sa maladie, il a continué à travailler, consacrant son énergie à la musique. Son dernier album avec le groupe, Innuendo, est sorti en 1991. À mesure que la santé de Freddie se détériorait, les spéculations médiatiques se sont intensifiées. Les tabloïds regorgeaient de ragots sur son apparence, sa santé et sa vie privée, et des photos d'un Freddie de plus en plus maigre paraissaient fréquemment, conduisant à de nombreuses spéculations sur le sida. Bien qu'aucune confirmation n'ait été reçue par Freddie ou ses proches, cette période a été difficile non seulement pour Freddie, mais aussi pour ses camarades de groupe, ses amis et sa famille, qui ont respecté ses souhaits de confidentialité, tout en faisant face à la pression du public pour obtenir des réponses. Les spéculations sur la santé de Freddie faisaient partie d'un récit plus large de peur et d'incompréhension autour du sida à l'époque. La maladie a souvent été associée à un jugement moral et à des préjugés, notamment à l'encontre de la communauté gay. Freddie, une personnalité publique bien aimée, était au centre de ce récit et sa maladie est devenue un sujet de débat public et de spéculation. Sa réponse à sa maladie a été caractérisée par une discrétion et une dignité admirables. Il a décidé de garder son diagnostic secret jusqu'à la toute fin, se concentrant plutôt sur la musique et les gens qu'il aimait. Cette décision n'était pas seulement un choix personnel, mais une déclaration à une époque de stigmatisation généralisée du sida et de la communauté LGBTQ+. En gardant secrète sa maladie, il garde la maîtrise de son récit en refusant de se laisser définir par sa maladie. Ces derniers jours, il a pris la décision importante de rendre public son diagnostic. 23 novembre 1991, juste un jour avant sa mort, il a publié une déclaration dans laquelle il a admis qu'il était atteint du sida. Cette annonce a été un moment profond, non seulement pour les fans, mais aussi pour le débat plus large sur la maladie. Il a sensibilisé le public à la réalité de la maladie, en soulignant qu'elle peut toucher n'importe qui, même une célèbre rockstar. Sa mort le 24 novembre à l'âge de 45 ans a été un moment de profonde perte pour le monde de la musique et ses fans.
Cela a également marqué un tournant dans la perception du sida par le public, en humanisant la maladie, en éliminant une partie de la stigmatisation et en générant un discours plus compatissant et plus informé. Après sa mort, l'héritage de Freddie a joué un rôle important dans la sensibilisation et la recherche sur le sida. Le Mercury Phoenix Trust, fondé par Jim Beach, directeur de Queen at Freddy's, a collecté des millions pour la recherche et la sensibilisation au sida. Le concert hommage à Freddie Mercury pour la sensibilisation au sida, organisé en avril 1992, a réuni certains des plus grands noms de la musique et a été diffusé à des millions de téléspectateurs, faisant progresser la conversation autour du sida et rendant hommage à la vie et à l'héritage de Freddie. Les derniers jours de Freddie Mercury ont été marqués par la réflexion et l'intimité. Alors que le soleil se couchait sur sa vie, le monde extérieur restait inconscient des changements silencieux qui se produisaient dans les murs de son manoir. Ces derniers jours, mélange de contemplation et de réunions intimes, contrastaient fortement avec le style de vie extravagant pour lequel il était connu. Cependant, Freddie savait que son temps était limité. Sa résidence, autrefois lieu de fêtes extravagantes et de divertissements sans fin, s'est transformé en un sanctuaire, où il a passé de précieux moments avec ses amis les plus proches et sa famille. Malgré sa santé dégradée, sa voix restait forte. Une dernière rébellion contre la maladie qui avait ravagé son corps. Son amour pour les chats était largement connu et, ces derniers jours, il avait eu de longues conversations avec ses 8 compagnons félins. Cette étrange habitude était une extension de sa personnalité excentrique. Il les a appelés pendant la tournée, s'assurant qu'ils entendaient sa voix, même lorsqu'ils étaient à des kilomètres l'un de l'autre. Ces petits moments de joie au milieu de douleur et de fatigue soulignait son affection durable pour ses créatures. Son partenaire, Jim Hutton, est resté une présence constante, offrant soutien et amour. Freddie a également consacré du temps à sa passion pour l'art, créant des peintures abstraites qui étaient peut-être le reflet de son trouble intérieur et de sa paix. Un aspect important de ces derniers jours a été la décision d'arrêter de prendre ses médicaments. Ce choix ne consistait pas à céder, mais à prendre le contrôle. Il voulait affronter la fin selon ses propres conditions. Une attitude qui a caractérisé toute sa vie. Parmi les moments les plus calmes, il y a eu les discussions sur l'avenir de Queen. Freddie n'a exprimé aucune inquiétude quant à la continuité du groupe après son départ. Son souci de son héritage, tant en tant qu'individu qu'en tant que membre de Queen, est devenu évident. Il voulait que la musique perdure au-delà de sa présence physique. Freddie a planifié ses biens et sa richesse, en s'assurant que ceux qu'il aimait étaient pris en charge. Mary Austin, son ancienne petite amie et amie de longue date, a joué un rôle particulièrement important dans ses projets. Il lui confie une grande partie de sa fortune et la responsabilité de réaliser ses dernières volontés. Le monde ne savait pas alors que Freddie Mercury était en train de créer son dernier acte. Il a passé ses dernières heures dans le confort de sa maison, entouré de ceux qu'il aimait. Son assistant a rappelé ses derniers mots, sa demande de ne pas être présenté comme ennuyeux. Même dans ces derniers instants, sa personnalité vive transparaissait à travers sa triste addiction. Cependant, derrière la façade publique, il luttait contre des démons personnels, notamment la toxicomanie, qui ont eu un impact significatif sur sa vie et sa carrière. Comprendre cet aspect de la vie de Mercure permet d'avoir une image plus complète de l'homme derrière la légende, mettant en évidence à la fois ses faiblesses et sa résilience. La consommation de drogue de Freddie Mercury a commencé dans les années 70, hédoniste, et 80, une période marquée par les excès de la culture rock'n'roll. À l'époque, la consommation de drogue récréative était courante dans l'industrie musicale, et Mercury ne faisait pas exception. Il était connu pour avoir consommé de la cocaïne, une drogue largement utilisée et glorifiée sur la scène rock. Les pressions de la renommée, les tournées constantes, et l'intense surveillance du public à laquelle il a été confronté, l'ont amené à se tourner vers la toxicomanie comme forme d'évasion et de mécanisme d'adaptation. La cocaïne, en particulier, a joué un rôle important dans la vie de Mercury, au plus fort du succès de Queen. La drogue était facilement disponible et faisait désormais partie de sa vie sociale, souvent utilisée lors de fêtes et de rassemblements sociaux. La consommation de cocaïne de Mercury n'était pas seulement élevée, c'était aussi un moyen de maintenir les performances énergiques et le rythme exigeant de son style de vie. Les effets stimulants de la drogue lui ont permis de suivre le calendrier et les exigences implacables d'une rockstar mondiale. Cependant, l'euphorie procurée par la cocaïne a eu un prix élevé. L'impact du médicament sur la santé et le bien-être de Mercury a été profond.
La consommation de cocaïne peut entraîner de graves conséquences physiques et psychologiques, notamment des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires et de graves problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la paranoïa et la dépression. Pour Mercure, ces effets ont commencé à se manifester de diverses manières, affectant sa vie personnelle et professionnelle. La dépendance de Mercure a également mis à rude épreuve ses relations avec les gens qui l'entouraient. Ses amis et membres du groupe ont remarqué des changements dans son comportement, caractérisés par une irritabilité accrue, des actions imprévisibles et des moments de profonde introspection suivis de crises d'énergie élevées. Les hauts et les bas de sa consommation de cocaïne ont créé une atmosphère instable, compliquant ses interactions et sa coopération avec les autres. Malgré ces défis, l'immense talent et le charisme de Mercury masquaient souvent des problèmes sous-jacents, lui permettant de continuer à jouer et à créer de la musique à un niveau exceptionnel. Le mode de vie toxicomane a également conduit à toute une série de comportements et de décisions à risque. La vie personnelle de Mercury, caractérisée par une série de relations et de fêtes extravagantes, reflétait souvent le chaos alimenté par sa dépendance. Ses comportements, bien que faisant partie du mythe de la rockstar, l'ont également exposé à de nombreux dangers et risques pour sa santé, compliquant encore davantage sa vie et approfondissant ses luttes contre la toxicomanie. Michael Jackson a interféré avec l'enregistrement de chansons avec Freddie Mercury. Au début des années 80, Freddie Mercury et Michael Jackson, deux des figures les plus emblématiques et les plus influentes de la musique, ont tenté de collaborer sur une série d'enregistrements. Cependant, cette collaboration fut pleine de tensions et finit par se rompre, principalement à cause de la consommation de drogue de Mercury, qui devint un point de discorde important entre les deux artistes. Michael Jackson, connu pour son approche méticuleuse et professionnelle de la musique, était frustré par le comportement imprévisible de Mercury lors de leur session d'enregistrement. Pendant cette période, Mercury luttait contre une dépendance à la cocaïne, qui conduisait souvent à un comportement imprévisible et destructeur. Jackson, qui appréciait la discipline et la précision en studio, trouvait que travailler dans de telles conditions était un défi. La collaboration a débuté avec de grands espoirs, les deux artistes étant enthousiasmés à l'idée de combiner leurs talents uniques. Ils ont commencé à travailler sur plusieurs chansons, dont There Must Be More to Life Than This et State of Shock. Mais les séances sont vite devenues tendues. La consommation de drogue de Mercury a entraîné des retards fréquents et un comportement imprévisible, ce qui était en conflit avec le besoin de Jackson d'un environnement de travail contrôlé et productif. Jackson était particulièrement préoccupé par l'habitude de Mercury d'introduire de la drogue dans le studio. À plusieurs reprises, Jackson a vu Mercury se livrer à de la cocaïne entre les séances. Ce comportement était non seulement distrayant, mais également contraire aux valeurs personnelles et professionnelles de Jackson. Jackson, qui était connu pour éviter les drogues et l'alcool, avait de plus en plus de mal à tolérer les actions de Mercury. Dans des interviews et des conversations, Jackson a ensuite exprimé sa frustration à l'égard de Mercury. Il aurait dit à ses amis et collègues qu'il en avait assez de la consommation de drogue de Mercury et des effets que cela avait sur leur travail. L'irritation de Jackson a atteint son paroxysme lorsqu'il a découvert que Mercury avait fait entrer clandestinement un revendeur dans le studio, compliquant encore davantage leur relation. Les tensions entre les deux stars ont finalement conduit à l'abandon de leur projet commun. Les chansons inachevées sont restées dans les archives pendant des années, pour être publiées plus tard sous diverses formes. Jackson a terminé State of Shock avec Mick Jagger, et Mercury a inclus There Must Be More to Life Than This sur son album solo. L'échec de la collaboration entre Freddie Mercury et Michael Jackson met en évidence l'impact significatif de la dépendance de Mercury sur sa relation professionnelle. La frustration de Jackson ne concernait pas seulement les retards et les perturbations, mais aussi la différence fondamentale dans leur approche de la musique et de leur éthique de travail. La lutte de Mercury contre la dépendance, bien que personnelle, a eu des conséquences considérables, affectant même les partenariats artistiques les plus prometteurs. Cet épisode, dans les deux carrières, rappelle les défis et les complexités qui accompagnent la collaboration créative, en particulier lorsque des problèmes personnels sont impliqués. Malgré la déception, Mercury et Jackson ont continué à remporter des succès extraordinaires dans leur carrière, laissant une marque indélébile sur le monde de la musique. Une dernière photo, image inquiétante, prise en août 1991 par son partenaire de longue date Jim Hutton, représente Mercury debout dans le jardin de sa maison de Kensington, Garden Lodge. Malgré son apparence fragile,
Le charisme inné de Mercure transparaît, le rendant à la fois déchirant et profondément émouvant. Sur cette photo, Mercury porte une chemise à motifs bleus et blancs et un pantalon clair. Sa silhouette autrefois robuste est visiblement plus mince, preuve visible des ravages du sida qui l'ont progressivement affaibli au cours des dernières années. Cependant, sa posture reste droite et digne, reflétant la même force et la même résilience dont il a fait preuve tout au long de sa vie et de sa carrière. Le décor de jardin de la photographie ajoute une couche de paix et de beauté naturelle à l'image. Entouré d'une verdure luxuriante et de fleurs éclatantes, Mercure apparaît en paix, profitant d'un moment de paix dans son jardin bien-aimé. Ce contexte serein contraste fortement avec les luttes internes auxquelles il a été confronté, donnant un aperçu de son désir de conserver une apparence de normalité et de calme, malgré la détérioration de sa santé. La décision de Mercury de garder secret son combat contre le sida jusqu'à la toute fin rend cette photographie d'autant plus significative. En août 1991, les spéculations sur son état de santé étaient très répandues, alimentées par des apparitions publiques de plus en plus rares et des changements physiques notables. Cependant, Mercury a décidé d'affronter sa maladie à l'abri des regards du public, en se concentrant sur sa musique et les personnes qu'il aimait. Cette photographie finale constitue un aperçu rare et intime de ses derniers moments privés. L'image met également en valeur le soutien et l'amour qu'il a reçu de ses proches. Jim Hutton, qui a pris la photo, était une présence constante dans la vie de Mercury, offrant un soutien et une compagnie inébranlables. L'amour et l'inquiétude de Hutton, ainsi que d'autres amis proches et membres de la famille, ont fourni à Mercure une source vitale de force ces derniers jours. Cette photo est depuis devenue une représentation emblématique du dernier chapitre de Freddie Mercury. Il incarne la dichotomie de son existence ces derniers mois. Un artiste légendaire aux prises avec une maladie débilitante et pourtant respirant une dignité et une grâce tranquille. La photo capture non seulement le fardeau physique de sa maladie, mais rend également hommage à l'esprit indomptable d'un homme qui a vécu selon ses propres conditions. Freddie Mercury est décédé le 24 novembre 1991, 3 mois seulement après la prise de cette photo. Sa mort a marqué la fin d'une époque, mais l'héritage qu'il a laissé continue d'inspirer et de ravir les fans du monde entier. Cette dernière photo, comme sa musique, reste un puissant rappel de sa vie extraordinaire et de l'esprit indomptable qui le définissait. Héritage et impact culturel. Après la mort. Le décès de Freddie Mercury, le 24 novembre 1991, a laissé un vide dans le monde de la musique qui va bien au-delà de la sphère de la musique et du divertissement. Au cours des années qui ont suivi sa mort, son héritage s'est non seulement élargi, transcendant les générations et les frontières culturelles, mais s'est également étendu à divers aspects de l'art, de la société et de la culture populaire, continuant d'inspirer et de captiver des millions de personnes à travers le monde. Le génie musical de Freddie Mercury continue de résonner à travers la popularité durable de Queen.